Dans une précédente vidéo, nous avons expliqué le rôle qu'a eu Gisèle Halimi dans la criminalisation du viol en 1980. Depuis, les choses ont évolué, et aujourd'hui, l'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Pour parler d'un cas de viol récent, je pense que nous avons tous entendu parler des viols de Mazan. Pour rappeler les faits, de 2011 à 2020, Gisèle Pelicot a subi plus de 200 viols orchestrés et filmés par son ex-mari, Dominique Pelicot, alors qu'elle était inconsciente sous soumission chimique. Gisèle refuse le huis clos et décide alors d'affronter publiquement ses agresseurs. C'est alors qu'après un long procès, 46 hommes sont reconnus coupables de viol aggravé, 2 de tentative de viol et 2 d'agression sexuelle. Cette affaire nous rappelle une réalité que l'on ignore bien trop souvent. La majorité des viols ne sont pas commis par des inconnus dans une ruelle sombre, mais plutôt par des proches des victimes. Et oui, selon des chiffres du gouvernement, en 2019, 75% des viols ont été perpétrés par une personne connue de la victime, et dans 43% des cas, par un conjoint ou un ex-conjoint. Ces événements nous invitent alors à nous interroger sur la place actuelle du viol dans notre société. Bien qu'il y ait eu une évolution, et que le viol soit maintenant un crime reconnu par la loi, le chemin reste toujours difficile pour les victimes, et cela en partie à cause de ce que l'on appelle la culture du viol. Selon ONU Femmes, la culture du viol, c'est l'ensemble des comportements qui banalisent, excusent et justifient les agressions sexuelles ou les transforment en plaisanterie et divertissement. Le corps des femmes y est considéré comme un objet destiné à assouvir les besoins des hommes. Les commentaires sexistes abondent et ils créent un climat confortable pour les agresseurs. La culture du viol se construit progressivement, conditionnant certains hommes à adopter et à normaliser des comportements de prédateurs. En gros, tout commence par des éléments banals mais problématiques. D'abord, des musiques qui dénigrent les femmes passent inaperçues et tout le monde les chante. Ensuite, des blagues misogynes sont perçues comme drôles par les pairs et des remarques sexistes ne suscitent aucune réaction. Petit à petit, un climat s'installe où ces comportements sont tolérés, voire encouragés. Dans ce contexte, même des actes graves comme une agression sexuelle en public, par exemple dans les transports en commun, ne provoquent souvent ni réaction ni sanction. Chaque étape renforce l'idée que ces attitudes sont normales et qu'elles n'entraînent pas de conséquences. Ce manque de remise en question et de répression prépare le terrain à des violences encore plus graves comme le viol. Lorsqu'aucun comportement problématique n'est dénoncé ou puni, un homme peut être amené à franchir ses limites, persuadé que son acte s'inscrit dans une continuité que la société a elle-même banalisée. Lorsque les femmes victimes tentent de dénoncer ce qu'elles ont subi, elles se heurtent à cette culture du viol. Elles doivent affronter des remarques culpabilisantes telles que « tu l'as bien cherché, comment étais-tu habillée ?» ou encore « c'est ta faute, tu aurais dû t'y attendre ». Ces phrases poussent les victimes à s'interroger sur leur propre responsabilité, comme si leur comportement ou leur choix avait provoqué l'agression. Dans une telle culture, la responsabilité de l'agression repose sur la victime, dont la parole est remise en cause. Bien sûr, il y a aussi des hommes victimes. Bien qu'ils soient moins nombreux, ils affrontent quant à eux un autre obstacle, la masculinité toxique. La masculinité toxique est un concept qui renvoie au stéréotype de l'homme traditionnel, dominant, fort et insensible. Cette vision toxique impose une pression constante sur les hommes pour prouver leur virilité, normalise l'agression et l'intimidation, et marginalise ceux qui ne correspondent pas à ces normes. D'ailleurs, la majorité des agressions sexuelles subies par des hommes sont commises par d'autres hommes, ce qui montre que la masculinité toxique et la culture du viol, bien qu'elles affectent principalement les femmes, instaurent un système global de domination et de violence. Ce système encourage certains hommes à voir le viol comme une manière d'affirmer leur pouvoir et leur contrôle, indépendamment du genre de leur victime. Dans les cas où un homme déclare avoir été violé par une femme, il se heurte à des remarques minimisantes ou moqueuses, comme « J'aurais bien aimé être à sa place. Il a vécu notre rêve à tous. » Ces discours témoignent d'une idée profondément ancrée dans la conscience collective. Les hommes seraient toujours prêts à satisfaire leurs désirs sexuels, même dans des contextes non consentis. Ce type de rhétorique banalise l'agression, renforce les stéréotypes sur la sexualité masculine et invisibilise la souffrance des victimes masculines. Reconnaître toutes les victimes est essentiel. Il est important de créer un environnement où leurs voix sont écoutées, prises au sérieux et traitées avec respect. Pour revenir au viol de Mazan, l'affaire illustre également à quel point la société peut humilier les victimes. Gisèle Pelicot, en refusant le huis clos, a dû affronter des agresseurs qui ont tenté de lui renvoyer la honte. Le slogan « La honte a changé de camp » qu'elle a porté haut et fort souligne le besoin de retourner la culpabilité vers les auteurs de ces crimes. Pourtant, même durant le procès, Gisèle a été exposée à des traitements dégradants, comme la diffusion de photos d'elle nue ou des questions humiliantes sur son intimité. Les représentants de la justice eux-mêmes n'ont pas toujours fait preuve de respect envers Gisèle Pelicot. Par exemple, l'avocate de la défense, Nadia El Bouroumi, a ridiculisé la situation en publiant une vidéo accompagnée d'une chanson anglaise dont les paroles signifiaient « Réveille-moi avant de partir ». Ces humiliations rappellent les mots de Gisèle Halimi, qui dénonçait les mécanismes visant à culpabiliser et à discréditer les victimes. Une fois de plus, ces mécanismes montrent à quel point la honte est systématiquement déplacée sur les victimes au lieu d'être portée par les agresseurs. Enfin, il faut rappeler que le viol est compliqué à condamner car les victimes manquent souvent de preuves matérielles.
Il faut cependant être à l'écoute des victimes et sensibiliser notre entourage afin de le protéger. Depuis la criminalisation du viol, des progrès ont été faits, mais les combats sont loin d'être terminés. Protéger les victimes, lutter contre la culture du viol et déconstruire les stéréotypes liés à la masculinité toxique doivent rester au cœur de nos priorités. Nous devons continuer à nous battre pour une société plus juste où le respect de chacun prime.